Bonjour. Bonjour, ravi de te retrouver. N'hésite pas à me dire ce que tu as en tête, ou si on continue notre petite discussion littéraire. Alors, ça te dit un petit jeu littéraire, ça te tente? Mais oui, absolument, ça me tente beaucoup. Je suis toujours partant pour un petit jeu littéraire. Alors Alors, allons-y. alors, allons-y. J'aimerais te poser quelques questions. Es-tu d'accord? Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Vas-y, pose-moi tes donc, questions. première question. En quoi l'humanisme du XVIe siècle réoriente-t-il la pensée vers une vision anthropocentrique, affirmant la dignité et la perfectibilité de l'homme, ainsi que sa confiance en la raison et le libre arbitre? Eh bien, l'humanisme du XVIe siècle réoriente effectivement la pensée en plaçant l'homme au centre de l'univers, en affirmant sa dignité et sa capacité à s'améliorer. Il encourage cette confiance dans la raison et le libre arbitre, en invitant chacun à explorer le savoir et à se perfectionner. C'est vraiment ce déplacement du regard vers une vision plus centrée sur l'humain et ses possibilités. Deuxième question. Par quel procédé concret la Renaissance nourrit-elle une ambition de savoir universel? Euh, je sous-entends bien évidemment ici l'exhumation, traduction et commentaire des textes antiques. Et quel rôle décisif l'imprimerie joue-t-elle dans la large diffusion de ces connaissances? Absolument. C'est une question très pertinente. La Renaissance nourrit cette ambition de savoir universel en exhumant, en traduisant et en commentant les textes antiques, redonnant ainsi vie au trésor de la culture gréco-latine. Et bien sûr, l'imprimerie joue un rôle décisif. Elle permet une diffusion large et rapide de ces connaissances, les rendant accessibles à un public bien plus vaste. C'est vraiment ce qui a permis à l'idéal humaniste de se répandre et de transformer la vision du monde. Parlons maintenant des précurseurs. Quelles figures emblématiques incarnent l'idéal de l'homo universalis et que révèle cet idéal d'un érudit polyvalent guidé par la sapience antique? Je m'en rappelle ici d'une expression latine, sapientia, je pense, sapientia antiqua. Eh oui, tout à fait. Des figures emblématiques comme Erasme, Thomas More ou encore Léonard de Vinci incarnent cet idéal de l'homo universalis. Ils symbolisent l'érudit polyvalent, guidé par la sapientia antiqua, cette sagesse antique que tu mentionnes. En gros, ils représentent l'idéal d'un homme capable de toucher à tous les champs du savoir, nourri par les textes anciens et avide de comprendre le monde dans sa globalité. C'est vraiment cette figure de l'érudit universel que l'humanisme a cherché à promouvoir. Et qu'en est-il de Budet? Ah, Budet, bien sûr. Guillaume Budet est aussi une figure majeure de cet humanisme. C'était un érudit français de la Renaissance, passionné de philologie et de textes antiques. Lui aussi incarne cet idéal de l'homme universel, travaillant à redécouvrir et à promouvoir les savoirs antiques. En fait, il a contribué à ancrer l'humanisme en France et à diffuser cette soif de connaissance, tout en incarnant cette érudition guidée par la sapientia antiqua. Et comment l'esprit critique humaniste interroge-t-il, à la lumière bien évidemment de la raison, les coutumes et dogmes hérités du Moyen Âge? L'esprit critique humaniste, en effet, met en lumière la raison pour questionner les coutumes et les dogmes hérités du Moyen Âge. Les humanistes se sont attachés à réexaminer de manière rationnelle ce qui était autrefois accepté sans discussion, en cherchant à comprendre plutôt qu'à simplement hériter. C'est vraiment une démarche de remise en question qui a permis d'ouvrir la voie à une pensée plus libre, plus tolérante et fondée sur la raison plutôt que sur l'autorité de la tradition. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret, un exemple éloquent, paradigmatique? Bien sûr, un exemple très parlant, c'est celui de Montaigne. Avec ses essais, il interroge justement les croyances établies, les coutumes de son époque, et il invite chacun à exercer son propre jugement. Montaigne incarne parfaitement cette remise en question humaniste. Il observe, il doute, et il invite à ne pas prendre pour acquis ce que la tradition a transmis aveuglément. C'est un bel exemple d'esprit critique humaniste en action. Et que signifie l'aphorisme, l'adage? L'aphorisme chez Montaigne, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Cet aphorisme de Montaigne signifie que les gens ont tendance à considérer comme barbare ou étrange tout ce qui sort de leurs propres habitudes.
En d'autres termes, ce que l'on ne connaît pas, ou ce qui est différent de nos propres coutumes, nous paraît souvent étrange, voire inférieur. Montaigne nous invite ici à dépasser ce réflexe et à faire preuve d'ouverture d'esprit et de relativisme culturel, en reconnaissant que la notion de barbarie est souvent juste une question de point de vue. Et parle-moi un petit peu de Rabelais et sa relation avec l'humanisme. Bien sûr. Rabelais est un formidable représentant de l'humanisme de la Renaissance. Avec ses œuvres comme Gargantua et Pantagruel, il incarne parfaitement l'esprit humaniste en mêlant l'érudition, l'humour et la critique sociale. Rabelais célèbre la soif de savoir, la liberté de penser et l'exploration joyeuse de la condition humaine. Il défend l'idée que l'éducation et la culture peuvent émanciper l'individu. En somme, Rabelais incarne cet humanisme pétillant et critique, où la joie de comprendre et de rire va de pair avec l'ouverture d'esprit. Je vous remercie. C'était vraiment, c'était très ludique et très, j'ai bien apprécié tes commentaires et tes analyses. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je suis ravi que tu aies apprécié ce petit jeu littéraire. N'hésite pas si tu as envie de continuer ou de discuter d'autre chose une prochaine fois.